Mon frère a souri et a dit, la maison est à nous maintenant. Grâce au co-emprunteur, dis-je. Content que cela ait aidé. Puis ma mère a murmuré, tu ne devrais pas t'attendre à une chambre. C'est la maison de leur famille. Je me tenais dans l'allée, serrant toujours la bouteille de champagne de félicitations. Quand j'ai entendu ces mots, la voix de mon frère Jem était pleine d'une satisfaction suffocante, le genre de ton que quelqu'un utilise quand il sait qu'il a gagné quelque chose. Même s'ils n'ont pas fait le travail, la maison est à nous maintenant. Merci au co-emprunteur, a-t-il répété, affichant ce sourire qui avait l'habitude de charmer les enseignants et de le sortir de toutes ses bêtises, de la maternelle à l'université. J'ai souri en pinçant les lèvres. Content que cela ait aidé. C'était l'accord, après tout. J'ai co-signé le prêt hypothécaire il y a 2 ans lorsque la banque ne l'avait pas approuvé, lui et sa femme, en raison de l'historique d'emploi irrégulier de Jem et de son score de crédit désastreux. Il a supplié. Elle a pleuré. Mes parents m'appelaient tous les jours pendant 2 semaines. Aide-les juste à démarrer, avait dit ma mère. Tu es si doué avec l'argent. Jem a juste besoin d'un petit coup de pouce. Alors, je l'ai fait. J'étais prudent. J'ai fait examiner les documents, je me suis assuré de ne pas être financièrement responsable. L'article 14b m'a donné une échappatoire au cas où. Mais je ne m'attendais jamais à ce qu'ils utilisent ma gentillesse comme une arme. C'est alors que ma mère s'est penchée, la voix douce, mais tranchante comme un poignard. Tu ne devrais pas t'attendre à une chambre. C'est la maison de leur famille maintenant. Juste comme ça. Pas de merci. Pas d'appréciation. Juste une douce poussée vers la porte de la maison même que j'avais aidé à sécuriser. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, j'ai tendu le champagne à Jem et j'ai hoché la tête tandis que lui et sa femme disparaissaient dans leur nouvelle cuisine pour montrer les appareils en acier inoxydable à sa cousine. Ce soir-là, pendant que tout le monde postait des selfies heureux dans le jardin, je me suis assis dans ma voiture et j'ai ouvert le document hypothécaire sur mon téléphone. Article 14b, dans le cas où le co-emprunteur ne réside plus ou ne bénéficie plus de la propriété, il peut émettre un retrait formel de signature, à condition que le prêt hypothécaire ne puisse plus être assumé par les titulaires principaux. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'ai tapé l'email à la banque. Ligne d'objet, demande de retrait de signature, invocation de l'article 14b. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. Le numéro de Jem a clignoté sur mon écran. J'ai laissé sonner. Puis est venu le message vocal, le prêt est en défaut. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai juste souri, j'ai tapé une seule phrase en réponse, et j'ai corrigé une erreur de titre. Le message vocal de Jem avait le genre de panique que je n'avais pas entendu depuis des années. Pas depuis qu'il avait 24 ans et qu'il m'avait appelé en pleurant parce qu'il avait dilapidé l'argent de son prêt étudiant en 3 semaines et qu'il avait besoin d'argent pour le loyer, sinon il serait à la rue. À l'époque, je lui ai envoyé $1200 la même nuit. Cette fois, je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le téléphone pendant qu'il vibrait encore et encore. Chaque sonnerie, un autre rappel de chaque fois que je l'avais tiré d'affaire. Chaque fois que je jouais le rôle du bon fils. Celui qui ne se plaignait pas, qui comblait toujours le manque, qui ne faisait jamais de scène. Celui à qui on s'attendait à ce qu'il répare les choses, sans poser de questions. Parce que c'est comme ça que ça a toujours été dans notre famille. Jem était le bébé, l'artiste, l'esprit libre au cœur d'or et au portefeuille rempli de prêtés. Il sautait d'un emploi à l'autre comme si c'était un passe-temps, graphisme, organisation d'événements, barman, promenade de chiens. Mes parents présentaient cela comme une exploration. Je voyais ce que c'était, un refus de grandir. Pendant ce temps, j'étais le responsable, le stable, le co-emprunteur. À 19 ans, je travaillais à temps plein et je suivais des cours du soir. À 25 ans, j'avais déjà acheté mon premier condo. À 29 ans, je l'avais vendu et j'avais fait suffisamment de capital pour acquérir un meilleur. À 32 ans, mon score de crédit était de 812. Quand Jem est venu me voir avec son grand projet d'acheter une maison pour sa famille grandissante, j'aurais dû mieux savoir. Mais la culpabilité, ça marchait toujours. Sois un bon frère, a dit maman. Aide-les à démarrer, a ajouté papa. Ce n'est pas comme s'il te demandait de l'argent, juste ton nom sur le papier. Mais mon nom sur le papier s'est transformé en responsabilité en pratique. Chaque fois que Jem et sa femme manquaient un paiement, la banque m'appelait en premier, et ils en ont manqué plus d'une fois. Oh, nous avons eu un problème de voiture. Oh, les frais de garderie étaient plus élevés ce mois-ci. Oh,
le chauffage est tombé en panne. Chaque excuse venait avec une promesse à moitié sincère, on rattrapera le mois prochain. Promis. Je les ai couverts 2 fois. Des virements silencieux que je ne leur ai même pas dit. Je ne voulais pas qu'ils aient honte. Ou plutôt, je ne voulais pas qu'ils sachent à quel point ils étaient proches de perdre la maison, jusqu'à maintenant. Et pourtant, ils ont quand même trouvé un moyen de me faire sentir comme un étranger. Le jour de la pendaison de crémaillère, à laquelle, pour mémoire, je n'étais pas officiellement invité mais dont j'ai eu connaissance par une story Instagram d'un cousin, je me suis présenté quand même. J'ai pensé, bêtement, que Jem me prendrait à part et me remercierait, que peut-être il me tendrait un verre et trinquerait à celui qui avait rendu cela possible. Au lieu de cela, il m'a souri comme un vendeur de voitures d'occasion et a dit « Eh bien, nous y sommes arrivés. Merci au co-emprunteur. » Puis maman a murmuré « Tu ne devrais pas t'attendre à une chambre. C'est la maison de leur famille. » Cela m'a frappé comme une gifle. Et pas seulement parce que je possédais techniquement une partie de cette maison. Non, cela m'a frappé parce que je me souvenais de chaque Noël où j'ai donné plus que ce que j'avais. Chaque anniversaire où Jem a oublié mon nom, mais où je me suis quand même présenté avec un cadeau pour son enfant. Chaque fois que mes parents louaient ses progrès et ignoraient le fait que je venais d'être promu à nouveau. Je me suis souvenu de la fois où Jem a dépensé $4000 d'argent emprunté pour une idée d'entreprise impliquant de la sauce piquante artisanale. Ou quand lui et sa femme ont organisé une campagne GoFundMe pour les besoins du bébé et en ont dépensé la moitié en vacances. Ou quand il m'a appelé l'année dernière pour me demander de co-signer parce qu'ils avaient finalement grandi. Je les croyais. Ce soir-là, après la pendaison de crémaillère, je me suis assis seul à ma table de cuisine, lisant et relisant l'accord hypothécaire. Cela ressemblait à avaler du verre brisé. Cet article 14b était mon seul parachute, et ils ont mis le feu à l'avion. Alors j'ai sauté. J'ai envoyé l'email. Puis j'ai attendu. Jour 1, silence. Jour 2, appel manqué, message. Jour 3, 9h17, un appel de Jem. Sa voix craquait comme un adolescent pris en flagrant délit de mensonge. Tu dois appeler la banque, mec. Ils ont dit que le prêt était instable ou quelque chose comme ça. J'ai demandé le retrait de ma signature, dis-je calmement. Article 14b. Ils auront besoin que vous refinanciez sous votre propre crédit. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Je l'ai fait. Cliquez. À 16h41, mon père m'a envoyé un message, nous pourrions perdre la maison. J'ai fixé cela pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. J'ai tapé 3 mots, pas mon problème. Les retombées furent plus rapides et plus laides que je ne l'avais prévu. Le 4e jour, les conversations de groupe s'animaient. La femme de Jem a posté une story Instagram énigmatique sur la trahison de la personne à qui vous pensiez avoir affaire. Ma mère m'a appelé 4 fois en 1 heure. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Le 5e jour, j'ai finalement décroché quand mon père a appelé. Fils, commença-t-il, la voix tendue. Nous devons parler. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner, terrain neutre. Il avait l'air plus vieux que je ne me souvenais, plus gris, plus fatigué, comme si le stress d'un défaut hypothécaire l'emportait enfin sur le confort de prétendre que tout allait bien. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi et n'a rien dit pendant un moment. Il a juste remué son café sans sucre, sans crème, juste de l'amertume. Je ne comprends pas, a-t-il finalement dit. Pourquoi ferais-tu ça à ton frère? Je me suis penché en arrière et j'ai croisé les bras. À lui ou à moi-même? Tu savais que leur crédit n'était pas assez solide. Tu as co-signé en sachant cela. Je savais aussi que l'article 14b me donnait une sortie si je ne bénéficiais pas de la propriété. Maman a rendu assez clair que je n'étais pas le bienvenu. C'était sorti de son contexte. J'ai ri, court et sec. Non, papa. C'était exactement le contexte. J'étais assez bon pour les aider à l'acheter, pas assez bon pour avoir une chambre dedans. Il avait l'air mal à l'aise, se tortillant sur son siège. Tu aurais dû nous parler avant de faire quelque chose comme ça. Tu as pris toute la famille par surprise. Je l'ai regardé, soudainement calme. Tu veux dire la famille qui ne m'a pas invité à la pendaison de crémaillère? La famille qui traite Jem comme un roi et moi comme un guichet automatique? La famille qui a passé la dernière décennie à récompenser l'irresponsabilité tout en punissant les limites? Tu es dramatique, a-t-il claqué. Voilà, ce vieux ton,
comme si j'avais encore 17 ans et que je me demandais pourquoi Jem s'en sortait en sautant les corvées alors que je devais tondre la pelouse sous la pluie. Non, dis-je. Je suis direct, et j'ai terminé. Il s'est penché en arrière, stupéfait, comme si les mots avaient plus d'impact que prévu. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ressemble à une autre personne dans la banquette avec nous. Puis j'ai lâché la vraie bombe. Tu sais ce qui est drôle, ai-je demandé. J'ai demandé à la banque une copie de l'accord hypothécaire actuel. Jem et sa femme ont refinancé l'année dernière. Papa a cligné des yeux. Quoi? J'ai glissé un papier sur la table. Page 2, ligne 3. Emprunteur, Jemier, nom de famille. Terraer, nom de famille. Co-emprunteur, Liamem, mon nom. Il l'a parcouru rapidement, ses yeux se plissant. Alors, ils ont refinancé sans me le dire, ce qui, selon l'article 12A, viole l'accord de co-emprunteur. Ils m'ont enfermé comme responsable sans ma connaissance. C'est de la fraude hypothécaire. Papa est devenu pâle. Ses doigts se sont légèrement courbés autour du papier. Tu n'appuies pas sur les accusations, n'est-ce pas? J'ai incliné la tête. Devrais-je? Allez, Liam. C'est ton frère. C'est un adulte. Il savait ce qu'il faisait, et elle aussi. Papa n'a pas répondu. Il a juste regardé le papier comme s'il pouvait se réécrire s'il le fixait assez fort. Je ne voulais blesser personne, ai-je ajouté, ma voix maintenant plus douce. Mais je ne serai plus utilisé. Il s'est frotté les tempes. Jem panique. Ils ne peuvent pas être approuvés sans toi. Ils vont perdre la maison. J'ai rencontré ses yeux. Ce n'est pas ma faute. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de Jem. Il n'a pas commencé par bonjour. Il est allé droit au but. Tu nous as ruinés. Tu t'es ruiné. J'ai répondu. Il hurlait maintenant. Nous avons un enfant, mec. Un bébé. Vas-tu sérieusement laisser ta nièce vivre dans un motel? Ne me parle pas de famille, dis-je, froid comme la pierre. Pas après ce que toi et Tera avez fait. Pas après que tu aies falsifié mon nom sur un refinancement juste pour obtenir un taux d'intérêt plus bas. J'étais ton filet de sécurité, et tu en as fait un trou. Silence. Puis un doux et pathétique, nous essayions juste de construire quelque chose. Et j'essayais de me protéger. On dirait que nous avons tous les deux réussi. Il a raccroché. Ce week-end-là, ma mère est venue sans prévenir. Elle s'est tenue sur le pas de ma porte les yeux rouges et un plat de casserole à la main, son rameau d'olivier, son offre de culpabilité. Tu ne veux vraiment pas les aider, a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai ouvert la porte juste assez pour croiser son regard. Pas avec la maison où elle a dit que je n'étais pas le bienvenu. Sa lèvre trembla. Ce n'est pas juste. Tu es mieux loti. Tu n'as pas d'enfant. Exactement, ai-je interrompu. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de famille sur laquelle je m'appuie parce que chaque fois que j'ai essayé de construire ma propre vie, tu as donné mon énergie, mes ressources, mon soutien à Jem. Elle a regardé le plat de casserole. Je ne savais pas que c'était si grave. J'ai hoché la tête une fois. C'est ça le problème. J'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti chaud. La première chose que j'ai remarquée après le retrait de ma signature hypothécaire n'a pas été les répercussions. Ce fut le silence. Pas un silence paisible, pas au début. C'était le genre qui faisait rester mes épaules tendues, comme si vous vous prépariez toujours au prochain coup, comme si vous attendiez les messages de culpabilité, les appels de manipulation, les accusations déguisées en inquiétude. Mais ils ne sont pas venus, pas immédiatement. Les 2 premiers jours, je n'ai rien entendu. Pas d'appel de Jem. Pas de message texte paniqué de mes parents. Juste le silence, ce qui, venant d'une famille qui n'avait aucun problème à m'appeler à 2 heures du matin pour me demander si je pouvais couvrir le prêt hypothécaire ou simplement combler l'écart pour le mois, était étrange. Le 3e jour, ce silence a éclaté. Un message vocal de Jem, en colère, essoufflé. Le genre de voix que quelqu'un utilise quand il réalise que les murs se referment. La banque dit que le prêt est en danger. Mec, qu'est-ce que tu as fait? Tera panique. Tu dois régler ça maintenant. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai même pas scié. Une partie de moi, une petite partie,
se sentait coupable. J'avais passé des années à être le réparateur, le fiable, le frère avec le score de crédit de plus de 8 cents, la tête sur les épaules, le travail ennuyeux qui payait assez pour sauver tout le monde de leurs problèmes. Mais l'autre partie de moi, celle qui se souvenait comment mon nom avait été utilisé, comment j'avais été ignoré à leur célébration, comment ma mère avait murmuré que je n'appartenais pas à une maison que j'avais aidé à acheter, cette partie de moi ressentait quelque chose de complètement différent, le soulagement. Et puis la vindication. À la fin de la semaine, j'ai reçu un avis officiel de la banque. En raison de la violation des clauses de co-emprunteur et de l'incapacité des emprunteurs principaux à supporter seul le prêt hypothécaire, le prêt a été signalé comme défaillant. J'ai été retiré de toute responsabilité, mais le prêt hypothécaire était désormais entièrement le fardeau de Jem et Tera. Leurs réactions sont venues vite. Jem a rappelé, cette fois suppliant, « Nous avons un bébé, mec. Tu ne peux pas te retirer comme ça. » La banque a dit, « Il n'y a aucun moyen que nous nous qualifions seuls. Nous pourrions perdre la maison. » J'ai répondu par un message texte d'une seule phrase, « Alors vous n'auriez pas dû exclure la personne qui l'a rendu possible. » Il n'a pas répondu. Ma mère, cependant, n'avait pas fini. Elle s'est présentée à mon appartement 2 jours plus tard. Sans prévenir. Elle est juste apparue, les yeux rouges, tenant une tarte comme si nous étions dans une sitcom. Comme si les pâtisseries pouvaient annuler des années de déséquilibre. Elle n'a même pas attendu d'être invitée. « Tu as fait ton point », a-t-elle dit, debout raide sur mon seuil. « Mais vaut-il la peine de détruire la vie de ton frère ?» J'ai incliné la tête. Y a-t-il pensé quand il a refinancé le prêt hypothécaire sans ma connaissance? Elle a sursauté. C'était la partie qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Qu'elle découvrirait qu'ils avaient falsifié ma signature lors du refinancement l'année dernière. Qu'ils avaient sciemment commis une fraude juste pour obtenir un taux d'intérêt plus avantageux en utilisant mon crédit, ma confiance, puis en m'effaçant quand cela convenait. Elle n'avait pas de réponse, juste un long soupir tremblant. Il était désespéré, a-t-elle dit. Moi aussi. J'étais désespéré d'arrêter d'être utilisé. Elle a posé la tarte sur la table d'entrée. Tu n'as jamais été utilisé. Je me suis approché de l'étagère et j'ai sorti un dossier, l'ai laissé tomber sur la table à côté de la tarte. À l'intérieur, des copies de tous les virements, de tous les chèques, de tous les paiements que j'ai effectués en leur nom pendant 8 ans, totalisant 67 400 $. Alors comment appellerais-tu ça? Elle a regardé les chiffres, la longue liste de dates et de montants. Puis moi, et elle n'a rien dit, elle est juste partie. Après cela, le silence est revenu. Mais cette fois, il semblait différent. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. L'anxiété bourdonnante qui vivait autrefois dans ma poitrine comme une locataire, elle a commencé à déménager. Je pouvais respirer. Je pouvais m'asseoir dans mon salon sans me demander qui allait me demander de les sauver ensuite. Et pour la première fois depuis plus d'une décennie, j'ai commencé à vivre uniquement pour moi-même. J'ai déménagé, j'ai amélioré mon appartement pour un chambre au centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais il avait de hautes fenêtres et la lumière du matin. Le genre d'endroit où vous ne devez à personne un seul pouce de votre plan d'étage. J'ai commencé à faire de petites choses que je n'avais pas faites depuis des années, lire pour le plaisir, cuisiner de vrais repas, dire non sans donner d'explication. Pendant ce temps, Jem et Tara ont emménagé dans un duplex loué dans un quartier moins chic. J'ai appris par un ami commun que leur crédit était ruiné, qu'ils se battaient beaucoup, que Jem avait pris 2 emplois à temps partiel pour couvrir le loyer et les factures. Je n'ai pas savouré leur chute, mais je ne me suis pas non plus désolé. Je me sentais libre. Un jour, au début du printemps, j'ai reçu une lettre, écrite à la main, sans adresse de retour. C'était de la sœur de Tera. Vous n'avez probablement pas envie d'avoir de mes nouvelles, mais je voulais vous remercier. Pas seulement pour les avoir aidés à acheter cette maison, mais pour vous être enfin défendus. Vous étiez la seule raison pour laquelle ils avaient ce toit au départ. Et la seule raison pour laquelle ils l'ont perdu, c'est parce qu'ils vous ont pris pour acquis. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste que vous sachiez que certains d'entre nous l'ont remarqué et que certains d'entre nous comprennent. J'ai gardé cette lettre. Elle est sur mon étagère, rangée derrière une photo de ma remise de diplôme universitaire un jour où ma famille n'a pas pris la peine de se présenter parce que Jem se sentait malade. D'une manière ou d'une autre, cette lettre signifie plus que tous les remerciements que j'ai jamais reçus de mon propre sang. Parce que ce n'était pas seulement la maison. C'était reprendre le pouvoir.
C'était brûler le pont avant qu'ils ne me traînent dans l'eau avec eux. C'était enfin dire ça suffit et le vouloir vraiment. Cela fait plus d'1 an que j'ai retiré mon nom de ce prêt hypothécaire et laissé les choses suivre leur cours. 1 an depuis que j'ai enfin arrêté de jouer le rôle du sauveur silencieux dans une famille qui confondait sacrifice et obligation. Et je n'ai jamais été aussi sûr d'avoir fait la bonne chose. Au début, le calme me dérangeait. J'étais habitué au chaos, aux appels de dernière minute, aux urgences qui n'étaient pas les miennes mais qui le devenaient. J'étais tellement habitué à porter les fardeaux de tout le monde que j'avais oublié à quoi ressemblait ma propre vie quand je n'éteignais pas constamment les feux des autres. Mais maintenant je connais la paix. La vraie paix. Je vis dans un appartement modeste mais magnifique au centre-ville. Il n'est pas grand, mais il est à moi. Payé avec mon argent, mes décisions, ma liberté. Les meubles ont été choisis avec intention. L'espace est propre. Le silence est sacré. Pas d'enfant qui court dans le couloir sans y être invité. Pas d'appel téléphonique à 23 heures pour demander si je pouvais couvrir un paiement de voiture ou un service de garde d'enfants de dernière minute. Juste le calme. Et pour une fois, je ne le confonds pas avec la solitude. J'ai appris ce que signifie apprécier ma propre compagnie. Je lis plus. Je tiens un journal presque tous les jours. Je fais de longues promenades le soir, écoutant de la vieille musique que j'aimais avant que mes journées ne soient remplies du bruit des autres. Parfois, je m'assois au café du coin, sirotant du café, regardant la vie se dérouler autour de moi, et je réalise que je fais à nouveau partie du monde. Pas juste un pilier silencieux soutenant une maison qui s'écroule. Cette maison, celle que j'aime et Terra ont perdue. Elle a été vendue aux enchères l'hiver dernier. Ils ont dû déménager avant Noël. Ils ont fini dans un appartement exigu de 2 chambres près de l'autoroute, loin de la banlieue polie où ils posaient autrefois pour des photos de pendaison de crémaillère auxquelles on ne m'avait jamais invité à participer. Je n'ai pas célébré leur chute, mais je ne l'ai pas non plus pleuré. Les actions ont des conséquences. Et pour une fois, je n'étais pas celui qui amortissait la chute. Mes parents ont essayé de me ramener plusieurs fois. Des messages génériques pour les fêtes, tu nous manques. Ça fait trop longtemps. Mon père a même laissé un message vocal disant « J'aime va mieux maintenant ». Peut-être qu'il est temps que nous passions tous à autre chose. Mais ils ne se sont jamais excusés. Pas pour la manipulation, pas pour la pression, pas pour avoir choisi la commodité de j'aime plutôt que mon bien-être à maintes reprises. Ils voulaient juste que j'oublie, que je passe à autre chose, que je sois le plus raisonnable. Mais voilà le truc, j'ai été le plus raisonnable pendant des années, et cela m'a presque brisé. Être le plus raisonnable ne signifie pas rester dans un système qui vous dévore. Cela ne signifie pas donner votre temps, votre paix, votre argent, votre sens de vous-même juste parce que quelqu'un partage votre ADN. Le pardon, j'ai appris, ne nécessite pas de contact ou d'explication. Parfois, cela ressemble à du silence. De la distance. Une clôture qui se produit dans votre propre cœur sans public. J'ai pardonné à J'aime, mais je ne lui ferai plus jamais confiance. J'ai pardonné à mes parents, mais je ne leur donnerai plus jamais une autre occasion de me faire taire. Les gens dont je m'entoure maintenant, amis, collègues, famille choisie, ils me connaissent pour qui je suis. Pas comme un portefeuille, pas comme une solution de secours, pas comme un outil, mais comme un homme qui a traversé quelque chose de lourd et qui en est sorti de l'autre côté. J'ai recommencé à peindre. Rien de sérieux, juste pour moi. Des couleurs et des formes qui n'ont pas besoin de permission pour exister. Il y a une toile que je garde sur le mur en face de mon bureau. Des bleus, des gris, une touche d'or. Je l'appelle Clause 14B. Chaque fois que je la regarde, je me souviens du moment où j'ai envoyé cet email à la banque. Pas par colère, mais par clarté. Ce fut le moment où j'ai choisi moi-même. Et dans un monde qui nous apprend si souvent à faire passer les autres avant nous, surtout ceux qui nous sont les plus proches, se choisir soi-même est un acte de révolution. Si vous me demandiez quelle a été la partie la plus difficile, je dirais que ce n'est pas les répercussions, ni les cris, ni la déception. C'était de désapprendre l'idée que l'amour signifie dire oui jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. C'était de reconstruire une identité qui n'était pas ancrée dans l'utilité. Et maintenant je vis selon un code différent. J'aide quand je peux, mais pas au détriment de ma santé mentale. Je me présente, mais seulement là où je suis respecté. J'aime, mais pas aveuglément. Une nuit, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur Facebook d'une vieille amie du lycée. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années.
Elle a écrit, j'ai vu ce qui est arrivé à ton frère. Je me souviens comment les gens te déversaient des choses dessus, et tu prenais toujours. C'est bien de voir quelqu'un se défendre enfin. Tu as l'air plus léger. Elle a raison. Je me sens plus léger parce que je ne porte plus de poids qui n'a jamais été le mien. Et si quelqu'un lisant ceci se demande s'il doit enfin tracer une ligne, s'en aller ou se défendre, je dirais ceci, vous n'êtes pas égoïste pour dire non. Vous n'êtes pas cruel pour protéger votre paix. Vous n'avez pas tort de refuser de vous noyer dans la tempête de quelqu'un d'autre. Parfois, se choisir soi-même n'est pas la trahison. C'est le sauvetage. Reconstruire après une dure leçon. Et la chose la plus puissante que j'ai jamais tapée.